Bienvenue dans Euronews Soir pour une nouvelle édition d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce mardi 30 avril. Vive tension au Venezuela après le soulèvement d'un groupe de militaires en soutien à l'opposant Juan Guaidó. Le président Nicolás Maduro dénonce une tentative de coup d'État. Dans l'actualité également, les cérémonies solennelles d'abdication de l'empereur du Japon. À 85 ans, Akihito cède le trône à son fils aîné Naruhito. C'est la première abdication au pays du soleil levant depuis plus de 2 siècles. Et puis un mois après la diffusion en direct sur Facebook des attentats de Christchurch, nous donnerons la parole à un spécialiste européen du droit numérique pour voir si les mesures concrètes voulues par la France et la Nouvelle-Zélande contre ces dérives sont possibles. Du cinéma, enfin, nous vous présenterons les membres du jury du 72e Festival de Cannes, un jury paritaire venu des 4 continents pour arbitrer le plus célèbre des festivals du film qui ouvrira ses portes le 14 mai sur la Croisette. Je vous le disais en titre, le Venezuela est de nouveau en proie à de vives tensions. Des soldats arborent un ruban bleu en signe de ralliement à l'opposant Juan Guaidó. Le président Nicolás Maduro dénonce un coup d'État. Des affrontements ont eu lieu. Le point avec Olivier Peggy. Vive tension depuis ce mardi matin au Venezuela. L'opposant Juan Guaidó, qui conteste le pouvoir de Nicolás Maduro, a appelé les militaires à le rejoindre. Il a également lancé un message à la population pour qu'elle descende dans les rues. En face, le gouvernement Maduro dénonce une tentative de coup d'État et le numéro 2 du régime appelle lui aussi la population à un rassemblement au palais présidentiel. Des échauffourées ont éclaté aux alentours de la base aérienne de Caracas. Des policiers ont lancé des gaz lacrymogènes contre des manifestants qui avaient répondu à l'appel de Juan Guaidó. Tôt ce matin, entouré d'hommes en armes, le président autoproclamé du pays avait délivré un message vidéo sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, de vaillants soldats, de vaillants patriotes et de vaillants hommes attachés à la Constitution ont répondu à notre appel et nous nous sommes retrouvés dans les rues. J'invite tous les habitants à nous rejoindre pour soutenir notre mouvement, avait-il ajouté, et d'indiquer que ce jour marquait, je cite, le début de la fin de l'usurpation du pouvoir. En réponse, le gouvernement Maduro a dénoncé une tentative de coup d'État, qualifiant de traîtres les militaires ayant rejoint le camp Guaidó. Nous continuerons à faire respecter l'ordre constitutionnel et la paix, ainsi déclaré le ministre de la Défense. Un peu plus tard dans la journée, le président Maduro a affirmé qu'il pouvait compter sur l'entière loyauté des chefs de l'armée. Le bras de fer entre Guaidó et Maduro dure depuis 3 mois. L'opposant refuse de reconnaître la réélection de Maduro, dont le second mandat a débuté en janvier. Guaidó, président du Parlement, se proclame alors président d'exercice du pays. Il est soutenu par plusieurs pays, dont les États-Unis. Le Venezuela s'enfonce dans la paralysie. Le président autoproclamé multiplie les appels du pied en direction de l'armée, jusqu'à ce mardi où il semble avoir franchi une étape. Il n'y aura plus de retour en arrière pour faire chuter Maduro, a d'ailleurs fait savoir Juan Guaidó. Le Japon est entré dans une nouvelle ère après l'abdication de l'empereur Akihito. La fin du règne de cet empereur très populaire a été marquée par des cérémonies solennelles que nous raconte Annelise Fantino. L'empereur du Japon Akihito a abdiqué ce mardi et mis fin à 30 ans de règne lors d'une dernière cérémonie empreinte de solennité. Une première en l'espace de 2 siècles pour le trône du chrysanthème. Son fils aîné Naruhito a officiellement succédé à celui qui représentait jusque-là le symbole de l'État et de l'unité du peuple et qui est aujourd'hui âgé de 85 ans. À partir d'aujourd'hui, mon devoir d'empereur prend fin. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude au Premier ministre pour les paroles qu'il a prononcées en sa qualité de représentant du peuple japonais. Le Parlement japonais a dû voter une loi d'exception il y a 2 ans pour rendre possible cette abdication. Au regard de la façon dont l'empereur a montré comment il a toujours été avec le peuple japonais en toute situation, nous vous renouvelons notre plus profond respect et notre gratitude. Nous souhaitons faire tout notre possible pour bâtir un avenir radieux pour le Japon, rempli de paix et d'espoir.
Les derniers rituels protocolaires se sont déroulés ce matin. Akihito a annoncé son renoncement à ses ancêtres et aux dieux dans plusieurs sanctuaires. L'ensemble du cérémoniel d'abdication, qui s'est étendu sur plusieurs mois, avait débuté en mars. Le couronnement de Naruhito est prévu au mois d'octobre en présence de plus de 2600 invités japonais et venus de l'étranger. Situation catastrophique au Mozambique, confronté à des pluies diluviennes après le passage du cyclone Kenneth sur l'extrême nord du pays la semaine dernière. La montée des eaux complique maintenant les efforts des secours pour venir en aide aux milliers de sinistrés. Sandrine de... Une brève pause dans les pluies torrentielles au Mozambique a permis aux secouristes d'envoyer un hélicoptère chargé d'aide sur l'île d'Ibo. Ici, des milliers d'habitations ont été rasées par Kenneth. Le second cyclone a frappé le pays en moins de 6 semaines. La tempête de jeudi dernier a coupé le courant et toutes les communications. Certaines communes rurales ont été réduites à des monticules de boue et de bois enchevêtrés, même si quelques murs et toitures sont encore debout. Les conditions météorologiques changent si rapidement qu'elles retardent les opérations de secours. Ce lundi, le bilan des victimes n'en est pas moins passé de 5 à 38 morts et ces destructions laissent présager le pire. 160 000 personnes sont touchées. Les travailleurs humanitaires craignent que des inondations n'obligent maintenant des milliers de familles à se réfugier dans les décombres de leurs maisons sans accès à l'eau potable et à la nourriture. Les précipitations qui doivent suivre le passage du cyclone Kenneth devraient être 2 fois plus importantes qu'après le cyclone Idai qui a laissé 1 millier de morts derrière lui. Direction l'Algérie, où la rue reste mobilisée contre le système Bouteflika. Des manifestations ont eu lieu aujourd'hui alors que l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaya était entendu par la justice dans des dossiers de dilapidation de fonds publics. Les explications d'Audrey Tilve. La condamnation de l'ancien Premier ministre algérien, c'est ce qu'étaient venus réclamer ces manifestants. Auditionnés pendant 5 heures dans le cadre d'une opération main propre très médiatisée, Ahmed Ouyaya est ressorti mardi du tribunal sans que l'on sache s'il était inculpé, alors que les appels de la rue se font de plus en plus pressants. Nous sommes venus ici pour demander au juge qu'il fasse payer Ouyaya pour ses crimes. Je veux le voir de mes propres yeux, emmené à la prison de El Arach. Comme plusieurs autres membres du camp Bouteflika, Ahmed Ouyaya fait l'objet d'une enquête pour dilapidation de fonds publics. Lundi, c'est le ministre des Finances, Mohamed Loukal, ancien gouverneur de la Banque centrale, qui avait été entendu par le parquet d'Alger. Également auditionné, l'ancien directeur général de la police nationale. Des enquêtes qui ne semblent pas apaiser la contestation populaire. Les manifestants exigent le départ de tous ceux qui ont été liés de près ou de loin à ce qu'ils appellent le système Bouteflika. Jusqu'ici, seuls des hommes d'affaires ont été incarcérés. En France, Paris sera sous haute surveillance demain pour les défilés du 1er mai, jour de la fête du travail. Les autorités redoutent des débordements après l'appel à manifester de plusieurs groupes radicaux. Arnaud Richard fait le point. Des commerçants qui se barricadent comme un samedi. Avant les manifestations du 1er mai, la préfecture de police de Paris a pris un arrêté ordonnant aux boutiques et restaurants se trouvant sur le parcours du cortège intersyndical de ne pas ouvrir ce mercredi. Tous devront conserver store baissé dans une capitale sous haute surveillance. Les autorités ne veulent pas revoir les images de l'an dernier, lorsqu'un fast-food avait été incendié par des Black Blocs infiltrés dans la manifestation. En Conseil des ministres, Emmanuel Macron a réclamé une réponse extrêmement ferme face à ces groupes en cas de violence. Le ministère de l'Intérieur, qui dit redouter cette année la présence de 1000 à 2000 activistes radicaux, a prévu de mobiliser 7400 policiers et gendarmes. Des mesures draconiennes, alors que cette année des Gilets jaunes ont prévu de se joindre au mouvement syndical pour la fête des travailleurs. À Paris, l'appel à manifester lancé par la CGT, FO, Sud Solidaire et la FSU prévoit de relier Montparnasse à Place d'Italie. Après la diffusion en direct sur Facebook des attentats contre 2 mosquées à Christchurch, la France et la Nouvelle-Zélande se réunissent le 15 mai pour agir contre les contenus en ligne à caractère terroriste. Pour en parler, je suis avec Olivier Iteanu, avocat et spécialiste européen du droit numérique. Bonsoir.
Bonsoir. Les dirigeants veulent prendre des mesures concrètes pour que ne soient plus jamais diffusées des images terroristes en direct sur Internet. Est-ce que c'est possible selon vous ? Ça dépend de la volonté de tous ces intermédiaires techniques que sont les réseaux sociaux ou les sites de type YouTube ou le microblogging comme Twitter. Parce qu'évidemment, ça nécessiterait une modération a priori, donc des ressources à mettre en place, donc des coûts que jusqu'à présent, ils ont annoncé vouloir mettre en place, mais qu'en pratique, ils n'ont pas été mis en place, ou en tout cas de manière insuffisante. Donc ça dépend d'eux. Et la puissance publique, elle doit s'assurer de leur coopération. Donc on pourrait dire que ça va dans le bon sens. Alors on se rend bien compte que c'est un problème mondial parce que les plateformes dont on parle sont internationales. Est-ce que l'Internet mondial est encadré par une loi ? Alors elles sont internationales, ces plateformes, vous avez raison. Mais s'il fallait désigner une loi qui régule l'Internet, il faudrait, sans hypocrisie, dire que c'est la loi américaine. Car nous parlons de liberté d'expression souvent, mais la liberté d'expression telle qu'elle existe dans l'Europe continentale n'est pas celle qui existe aux États-Unis, où là aussi on parle de liberté d'expression, free speech, c'est le premier amendement de la Constitution, mais il est sans limite. Dans l'Europe continentale, c'est encadré. Les paroles de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie, de sexisme, diffamation, injure, c'est sanctionné ici. Et évidemment, il peut y avoir une responsabilité pour les intermédiaires techniques, à condition évidemment qu'ils appliquent les lois locales et pas la loi américaine. Rappelez-vous, en 2013, Twitter avait été poursuivi par des associations antiracistes pour un hashtag « Un bon juif ». Et Twitter avait refusé de révéler l'identité des tweetos, de ceux qui avaient tweeté des paroles qui étaient manifestement antisémites. Non, aujourd'hui, il faut que les politiques prennent leurs responsabilités et qu'ils imposent nos valeurs, notre droit. À son niveau, Facebook a pris des mesures après les attentats, notamment techniques, pour éviter que cela se reproduise. Mais est-ce qu'elle a les moyens d'être efficace ? Et surtout, si les failles persistent, que risque Facebook ? Alors, si elle prend véritablement les mesures annoncées, oui, elle a ses moyens. Mais encore une fois, je vous rappelle que ces moyens ont un coût. Alors, si Facebook ne fait pas ce qu'il faut savoir qu'il existe dans la législation européenne, en particulier française, une réglementation qui impose aux intermédiaires techniques le retrait des contenus illicites lorsqu'ils sont manifestement illicites et qui leur impose d'enregistrer toutes les traces des personnes qui sont les auteurs de ces paroles de haine pour permettre aux autorités publiques, aux victimes de les identifier. Sans quoi, c'est 1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, ce que n'avaient pas recherché les autorités publiques françaises en 2013 dans l'affaire du hashtag Un bon juif. Alors, passer des accords avec les plateformes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut appliquer la loi. Et la loi australienne a imposé une sanction qui va jusqu'à 10% du chiffre d'affaires des plateformes qui ne collaborent pas avec la justice. Je crois que c'est le sens qu'il faut prendre pour pouvoir avoir une collaboration efficace, pour que l'état de droit soit sauvegardé. Olivier Itéanu, un grand merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Quand le digital défie l'état de droit » aux éditions Erol. Ouvrons maintenant une page cinéma. À quelques jours du début du Festival de Cannes, on connaît le nom des membres du jury. 4 hommes et 4 femmes venus des 4 continents que nous présente Stéphane Amalian. Le jury du Festival de Cannes a été dévoilé 2 semaines avant le début de la compétition. Elle Fanning, l'actrice montante américaine qui a notamment joué pour Sofia Coppola, sera aux côtés de Robin Campillo, le réalisateur français qui avait reçu le Grand Prix à Cannes pour 120 battements par minute. Kaylee Reichardt, réalisatrice indépendante américaine récompensée dans plusieurs festivals, fera aussi partie de l'équipe. Autre femme réalisatrice à intégrer le jury, l'italienne Alice Rohrwacher qui a déjà présenté plusieurs films sur la croisette. Mais aussi l'actrice et réalisatrice burkinabé Maïmouna Ndiaye. 2 réalisateurs européens complètent ce jury, le polonais Paweł Pawlikowski et le grec Yorgos Lanthimos, accompagné de l'auteur de bande dessinée Enki Bilal. Et la présidence revient à Alejandro Iñárritu. Le cinéaste latino-américain œuvrera avec 4 femmes et 4 hommes venant de 4 continents et issus de 7 nationalités différentes. Ouverture des festivités le 14 mai.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très bonne soirée, à demain.